On poursuit le tour des groupes de la Coupe du Monde avec le groupe E. Il comprend l'Allemagne, l'Espagne, le Costa Rica et le Japon. Forcément, au moment du tirage, on a annoncé que ce groupe était le groupe de la mort, avec deux champions du monde récents comme l'Espagne et l'Allemagne, suivis d'une des deux meilleures nations asiatiques comme le Japon, et enfin le Costa Rica qui arrive toujours à surprendre dans n'importe quelle circonstance. Les deux équipes européennes se connaissent plutôt bien, ils vont même s'affronter pour la 5e fois dans une Coupe du Monde, dont la dernière fois était en demi-finale 2010. Le Japon, quant à lui, va innover entièrement en affrontant pour la première fois de leur histoire les trois autres nations de ce même groupe. Qui pourra sortir vainqueur de ce groupe? Toutes les cartes seront distribuées équitablement avant la compétition. Pour le premier match, l'Allemagne rencontrera d'abord le Japon, puis l'Espagne jouera contre le Costa Rica. Ces deux matchs se joueront le 23 novembre 2022. Le Costa Rica devient un participant régulier de ces dernières années. Déjà présent en 2002, 2006 ou 2018, c'est surtout en 2014 que le Costa Rica a détonné son monde. Présent dans un groupe de la mort avec l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay, on leur avait promis l'enfer, mais finalement ils s'en ont sortis en terminant premier de leur groupe avec 2 victoires et un match nul. Même si leur parcours s'arrêtera en quart de finale contre les vaillants Hollandais, ils ont quand même marqué les esprits à ce moment-là par leur unité mais aussi leur combativité. Les revoir à ce niveau sera toujours flatteur et ils avaient notamment progressé au classement FIFA à ce moment-là, grimpant à la 13e place au classement FIFA. Ils sont aujourd'hui positionnés au-delà de la 40e place, mais ils sont prêts à en débattre davantage pour cette Coupe du Monde 2022. Le début des qualifications est très laborieux, avec des défaites contre le Mexique ou encore des matchs nuls contre la Jamaïque ou le Honduras. Jusqu'au match 7, soit les matchs en phase aller, c'est une seule victoire contre la modeste équipe d'El Salvador. Et après ça, entre le match 8 et le dernier match, c'est 6 victoires et un match nul. Un véritable rapport de force pour les Costaricains qui ont largement contribué aux victoires pour prendre cette 4e place, synonyme de barrage. Et en match de barrage, sur terrain neutre, le Costa Rica doit se défaire de la Nouvelle-Zélande. Et d'entrée, le vétéran attaquant Joel Campbell offre un but pour garder ensuite le résultat malgré les nombreuses tentatives des opposants. Cette qualification sera déjà la 6e pour les partenaires de Keylor Navas. Luis Fernando Suárez est colombien et a la particularité d'avoir déjà entraîné 3 sélections, l'Équateur en 2006, le Honduras en 2014 et aujourd'hui le Costa Rica depuis 2021. 3 sélections atypiques mais pour lesquelles le coach colombien a toujours réussi à qualifier son équipe pour ce mondial. Il inspire énormément de tranquillité dans ce qu'il dégage et son calme incessant lui permet de faire passer ses idées directement. Pour lui, c'est important que ses joueurs adhèrent à sa stratégie de jeu. Il travaille dans un environnement sain et est très apprécié par son entourage. Il lui manque encore une ligne à son palmarès, mais il s'en rapproche. On lui a souvent reproché d'avoir une approche trop offensive et de ne pas souvent sortir pour aller chercher une victoire. Ils sont extrêmement bien placés en unité derrière, ce qui laisse peu de chance à leur adversaire. En effet, leur style de jeu en 4-2-2-2 ou 4-4-2 pour les puristes, avec la ligne défensive très proche du double pivot de devant, permet de bloquer les lignes et de faire en sorte à intercepter les passes aisément. Il ne laisse que la possibilité aux attaquants adverses de tirer à plus de 25 mètres, ce qui paraît difficile pour marquer. Surtout que derrière, il faut aussi franchir la muraille Keylor Navas, l'atout défensif numéro 1 de cette sélection costaricaine. Dans cette sélection, il reste encore des figures du Mondial 2014, qui n'ont certes plus les mêmes jambes qu'auparavant, mais qui gardent cette expérience pour mener un groupe vers des succès. Bien entendu, tout le monde connaît Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain qui fait preuve de véritable aisance lorsqu'il s'agit de stopper un tir. Il est toujours très concentré et repousse toujours le danger.
Même à 35 ans, il fait partie des meilleurs gardiens du monde et il arrivera très frais pour le prochain mondial. Un peu plus devant, noyau indémodable du système costaricain, Celso Borges. Le joueur équilibre le jeu par sa disponibilité omniprésente. Il dispose d'un arsenal de ressources qui lui permet de contribuer aussi bien à la récupération et d'avoir un impact dans la moitié du terrain adverse. Brian Ruiz aussi est un véritable héros de 2014. Ruiz est vraiment le cerveau de l'équipe, celui qui est capable de diriger le tempo du jeu et d'exploiter chaque espace donné par l'adversaire. Même s'il n'est pas sûr d'être dans le 11 de départ, il apportera toujours son expérience hors du terrain. Le jeune espoir Jewison Bennett, seulement 18 ans, fait aussi parler sa vitesse sur son côté gauche. Il peut fortement accélérer dans les phases de contre et être ce joueur décisif pour la sélection. Enfin, Joel Campbell, l'homme qui a offert la qualification au Costa Rica, est bien cet avant-centre efficace, toujours présent pour pousser le ballon dans le filet opposé. Le Costa Rica fait preuve de grande force mentale pour prendre l'avantage, et ils ne sont pas aussi faibles qu'ils n'y paraissent. Leur force mentale de se qualifier en gagnant tous les matchs de la phase retour de qualification est un véritable atout, qui démontre vraiment que cette équipe est plus forte dans les moments difficiles. Ils ont aussi un bloc uni et solidaire. L'aspect défensif reste une qualité de taille, surtout pour bloquer les attaques adverses dans l'axe, bien aidé aussi par le leadership et le talent d'un Keylor Navas des grands soirs. Attention quand même parce que leur efficacité devant laisse encore un peu à désirer. Ils ont tendance à fermer le jeu et de ne pas se livrer pour tenter de prendre une victoire aisément. De plus, ils n'ont pas aussi le même dynamisme que 2014. Le groupe E est compliqué à aborder et il faudra ressortir la recette magique de 2014 pour créer un nouveau miracle. Mais comme en 2014, ils sont dans le groupe de la mort, ce qui peut entrevoir une possibilité d'être au sommet de ce groupe à la surprise générale. On sait qu'aujourd'hui, dans le football moderne, tout est possible. La sélection japonaise n'a pas une grande histoire d'amour avec le football. Mais on sent que ces dernières années, les joueurs japonais s'exportent un peu partout en Europe et la compétitivité s'agrandit. Bien que le Japon domine les années 2000 en Coupe asiatique avec 4 titres remportés, leur première participation pour un mondial date seulement de 1998. Et depuis, ils ont toujours participé à la fête avec des résultats convenables, dont 3 qualifications en 8e de finale. Ils espèrent encore passer un cap pour faire encore mieux en 2022. La sélection se classe quand même 24e au classement FIFA, en partie due à leur dernière finale jouée, mais perdue en Coupe asiatique 2019. Au début de leur phase de qualification, le Japon a galéré. Une première défaite contre Oman, puis une autre contre l'Arabie Saoudite. La sélection nippone doit alors se recadrer psychologiquement pour trouver toutes les ressources afin de remporter des matchs. Survient alors des victoires précieuses contre l'Australie, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite au match retour. Cette ascension spectaculaire les propulse alors à la 2e place du groupe B de la zone AFC. Ils sont alors directement qualifiés pour Qatar avec le joueur du Stade Rémois Ito comme étant le meilleur buteur de la zone avec 4 buts. Hajime Moriyasu est un entraîneur populaire au Japon. Il a fait toutes ses gammes professionnelles dans le championnat local avant de débuter sa carrière d'entraîneur en 2012 en prenant l'équipe de Hiroshima. Il va alors amener cette équipe victorieuse à 3 reprises du championnat local, la J1 League, en 5 saisons de coaching. Juste après, il va devenir assistant de la sélection japonaise en 2018 pendant la Coupe du Monde en Russie, avant finalement de prendre les commandes juste après. Et même si son jeu est fortement critiqué par son manque de dynamisme apporté, il retourne toujours les critiques vers lui et étend le tout pour le tout de protéger l'ensemble de ses joueurs dans les moments clés. Pour apporter un équilibre sur le terrain, le Japon devrait évoluer en 4-2-3-1 pour mettre en lumière 6 individualités marquantes comme Minamino ou Kamada sur le flanc de l'attaque, tout en sécurisant le jeu derrière avec 1 ou 2 sentinelles au milieu de terrain. Beaucoup de joueurs sont capables d'user de leur qualité, aussi bien dans la manière de récupérer
que dans la manière de se déplacer balle au pied. Le sélectionneur voudra s'appuyer sur cet équilibre pour prendre le jeu à son avantage, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il compte sur beaucoup de solidarité entre les joueurs pour que chacun puisse exécuter les ordres efficacement et de manière coordonnée. L'armada japonaise dispose d'un groupe expérimenté, tout en gardant de côté les plus jeunes joueurs qui sont là pour grandir. En défense, le latéral droit d'Arsenal, Takehiro Tomiyasu, a cette faculté de pouvoir jouer dans l'axe ou bien sur le côté droit. Il a cette force d'être fiable dans les relances depuis l'arrière et de toujours suivre l'action jusqu'au bout. Son endurance sur sa ligne sont importantes et il est souvent à l'initiative d'actions offensives. En meneur de jeu, on peut retrouver Daichi Kamada de l'Eintracht Francfort, qui est ce milieu offensif que tout le monde recherche. Très complet, il dispose d'une panoplie de qualités qui lui permet de prendre le dessus sur ses opposants. Il contrôle le jeu et n'hésite pas à lancer un partenaire vers l'avant. Il sera véritablement un joueur à suivre lors du prochain mondial. L'autre milieu offensif mais qui pourrait évoluer ailier gauche en sélection est Minamino. Il est sûrement le plus connu de tous les Japonais en ce moment. Déjà pour avoir remporté la Ligue des Champions avec les Reds, mais aussi pour animer actuellement la danse du côté de l'AS Monaco. Même s'il n'est pas un grand buteur, il a la capacité d'ouvrir le jeu pour son équipe et de créer des occasions. Il sait manier le ballon et ses mouvements sont toujours difficiles à suivre. Il pourra être épaulé sur le côté droit par Junya Ito, qui vient juste de signer en France à Reims et qui est très habile balle au pied. Il peut facilement se déplacer sur son côté pour apporter un danger supplémentaire. Leur régularité depuis 1998 est à mettre en avant. Ils savent très bien négocier ce genre de compétition et ont toujours fait bonne figuration. Malgré l'adversité de ce groupe E, il ne sera pas étonnant de voir les Japonais mettre à mal les autres équipes. Il existe aussi un vivier d'individualité qui évolue aussi bien en Première Ligue, en Bundesliga ou en Ligue 1. On est loin d'avoir une équipe composée de joueurs de la J1 League, mais bien une diversité de joueurs qui côtoient déjà le haut niveau. Malgré les individualités, le collectif a parfois du mal à prendre le dessus, ce qui peut causer des incertitudes, et donc fournir moins de buts devant, et ce malgré une forte domination dans la possession. Le Japon a les armes pour faire des dégâts. La nation est ce qui s'est fait de mieux en Asie, et il est certain qu'il risque de poser des problèmes aussi bien aux Allemands qu'aux Espagnols. Il sait gérer ce genre de rencontre et prendre l'avantage au bon moment. Ils doivent juste rester concentrés pendant 90 minutes et tout pourra être possible pour les samouraïs bleus japonais. L'élimination de l'Allemagne dès les phases de poule de la dernière Coupe du Monde a été un véritable choc. Après le départ de Joachim Löw en juillet 2021, l'équipe est en train de se réinventer sous le nouveau coach Hansi Flick. Aujourd'hui, la Mannschaft pointe à la 11e place, les obligeant à être dans le deuxième chapeau lors des tirages des poules. Peu importe pour eux, l'Allemagne a une historique très riche dans toutes les compétitions internationales existantes. Depuis la création de la Coupe du Monde, l'équipe est sûrement la plus régulière dans les résultats. 13 demi-finales, couronnées par 4 titres de champion, et ce, en 20 participations. Les plus marquantes restent bien entendu l'Allemagne de Beckenbauer en 1974, qui domine le total football néerlandais en finale. On n'oublie pas non plus, plus récemment, la finale de la Coupe du Monde 2014, remportée haut la main, avec notamment un très marquant 7-1 contre le Brésil en demi-finale. À eux de s'appuyer sur ça pour briller en 2022 et rejoindre le Brésil au palmarès mondial. Dans un groupe logiquement à leur portée, avec la Macédoine du Nord, l'Islande ou encore la Roumanie, les qualifications se sont déroulées en deux parties. La première partie sous Joachim Löw était assez poussif, avec une victoire courageuse 1-0 contre la Roumanie, puis une défaite étonnante contre la Macédoine du Nord. Puis, dès septembre 2021, avec la reprise par Hansi Flick, l'Allemagne domine, écrase et ne laisse aucune chance à leur adversaire. Le ratio but augmente avec des succès 6-0 contre l'Arménie, 9-0 contre le Liechtenstein
ou bien 4-0 face à l'Islande. Il rectifie souvent le tir offensif et il se qualifie directement pour Qatar avec 9 victoires au total sur 10 matchs joués. Hansi Flick est arrivé sur le devant de la scène un peu par hasard. Lui qui a toujours été considéré comme un assistant, d'abord de Joachim Löw en sélection allemande entre 2006 et 2014, puis du Bayern Munich de Niko Kovac en 2019. Et suite au limogeage de ce dernier, Flick est promu entraîneur du Bayern par intérim, en attente même de prendre un coach de renom. Finalement, son football détonne. Il réinvente le jeu offensif dans un 4-2-3-1 bien organisé. Il gagne alors la Ligue des Champions et la Bundesliga la même année, et s'invite parmi les meilleurs coachs de sa génération. Côté personnalité, il a un fort tempérament, et l'a même amené à être en désaccord avec son entourage sportif lors de ses premières sessions de coaching. Il impose ses idées, que cela plaise ou non, mais dans tous les cas, il a déjà changé la dimension de la sélection depuis sa prise de fonction en 2021. Comme au Bayern, Hansi Flick va privilégier le 4-2-3-1, un système équilibré qu'il tente pourtant de porter vers l'attaque. L'une de ses particularités est ce double pivot, qui n'est pas censé être proche de la défense comme un 4-2-3-1 classique, mais plutôt forcer les deux joueurs à se décoller. Quand l'un décroche, l'autre doit rester en retrait au même niveau que la défense centrale pour permettre à l'équipe de construire de derrière et donc permettre aux latéraux de monter très haut. À titre d'exemple, dans cet exercice, Kimmich est un habitué. Un peu plus devant, le rôle du milieu offensif, comme Thomas Müller, permet de créer plus de présence aux abords de la surface et de se retrouver entre les lignes adverses. Enfin, les deux ailiers, normalement Sané et Gnabry, jouent très proche de Thomas Müller pour laisser rentrer les latéraux sur les côtés. Tout est parfaitement bien orchestré et chaque joueur répond parfaitement à une fonction pour rendre le jeu plus dynamique et déstabiliser le jeu adverse. Dans les cages, Manuel Neuer est la référence numéro 1 de ces 10 dernières années. Il est toujours très compétitif et se met toujours en avant avec des parades de grande classe. Attention quand même à ne pas trop en faire, ça avait coûté des points à la Mannschaft, notamment contre la Corée en 2018. Surtout qu'en ce moment, le gardien Ter Stegen revient bien avec le FC Barcelone. En défense, sur les côtés, il pourra compter sur deux éléments offensifs comme David Raum à droite ou Hoffmann à gauche. En défense centrale, la jeune pépite Nico Schlotterberg peut toquer à la porte pour concurrencer Süle, mais le féroce Antonio Rüdiger pourrait briller au mondial. Ce monde redoutable dans les duels est une véritable assurance pour la défense allemande. Il est aussi cet élément indispensable pour remporter des duels aériens. Au milieu de terrain, outre Leon Goretzka ou Ilkay Gundogan, c'est bien Joshua Kimmich l'homme à tout faire de cette sélection. Il dispose d'une vision inégalable et d'une précision de passe spectaculaire. Tous les ballons passent par lui et il peut facilement donner le ton d'un match. Tout lui réussit et il ne va pas manquer de tenter d'aller chercher enfin un titre international avec sa sélection. Un peu plus haut, Jamal Musiala réussit un début de saison tonitruant. Mais c'est bien Thomas Müller qui aura la confiance de son sélectionneur. À seulement 33 ans, il va participer à sa 4e Coupe du Monde. Il est ce couteau suisse capable d'être un peu partout sur le terrain, mais toujours au bon endroit, au bon moment. Il prouve aussi qu'il se mue dans le collectif allemand avec ses passes décisives à répétition. Devant, les ailiers devraient être Serge Gnabry et Leroy Sané. Les deux joueurs du Bayern ont prouvé qu'ils avaient les capacités de dribble pour rentrer dans la surface en un coup de rein. Ils sont armés pour accélérer le jeu et se retrouver rapidement devant les cages adverses. En avant-centre et selon la stratégie du coach, Havertz ou Werner peuvent occuper ce poste, à condition qu'ils se montrent un petit peu plus efficaces qu'auparavant. L'Allemagne a une véritable force psychologique qui peut les amener très loin. Ils sont rarement surmenés et arrivent toujours à se démener dans les moments difficiles. Après les échecs de 2018, on ne voit pas comment cela pourrait arriver une deuxième fois consécutive. En termes de jeu, la sélection prône davantage le jeu offensif et demande à ses joueurs de monter très haut pour se rendre disponibles pour le porteur du ballon.
Tout est parfaitement ficelé pour rendre le jeu fluide et se procurer un maximum d'occasions. Attention quand même parce qu'à trop vouloir jouer haut, il laisse des espaces derrière et cette défense à 4 est encore un petit peu inexpérimentée au haut niveau. Les défaites récentes contre la Hongrie laissent une marque indélébile et il faudra voir comment Flick va rééquilibrer le jeu en sa faveur. Chaque édition de Coupe du Monde, l'Allemagne fait partie des 5 favoris. En 2022, ils ne dérogeront pas à la règle et feront figure de grands prétendants au titre. Que ce soit au niveau du coaching, de la tactique, des joueurs ou de l'état d'esprit, la Mannschaft a toutes les qualités pour briller et aller très loin dans la compétition. L'Espagne est en pleine progression, en partie due à l'intégration précoce des jeunes joueurs dans la sélection principale. Plus récemment, elle a disputé une demi-finale de l'Euro et une finale de la Ligue des Nations. Tout proche du titre, la Roja est alors classée 7ème à la FIFA. Le parcours en Coupe du Monde de l'Espagne a atteint son Graal tardivement, d'abord impacté par des mouvements sociaux dans les années 50-60, puis des rivalités grandissantes entre le Real et le Barça, obligeant les anciens sélectionneurs à faire un choix cornélien. Ainsi, l'Espagne n'a pas eu le palmarès espéré, et il a fallu attendre 2010 en Afrique du Sud pour avoir cette cohésion de groupe avec des joueurs de renom comme Puyol, Xavi, Iniesta ou Torres. Ensemble, ils soulèvent alors leur première Coupe du Monde de leur histoire. Les performances récentes laissent à penser qu'ils peuvent se rapprocher d'une deuxième étoile très bientôt. Pourtant, dans un groupe à 5 équipes, l'Espagne a dû se confronter à un groupe peu évident. Avec la Suède, la Grèce ou le Kosovo, la lutte a été acharnée jusqu'au dernier match. Un premier match nul contre la Grèce, puis une victoire difficile contre la Géorgie pour finalement perdre contre la Suède 2-1 au troisième match. L'Espagne se retrouve alors dos au mur en deuxième position et n'ont plus leur destin entre les mains. Contre toute attente, lors de l'avant-dernier match, la Suède va échouer contre la Géorgie et le dernier match est synonyme de finale de groupe entre ces deux grandes nations. Cette rencontre tournera alors en faveur de la Roja avec un but tardif de Morata, les qualifiant pour leur 16e mondial de leur histoire. Luis Enrique fait partie, comme Hansi Flick, de ces sélectionneurs qui ont réussi une carrière en club. En entraînant le FC Barcelone entre 2014 et 2017, il ramène 2 Ligas, 3 Copa del Rey et une Ligue des Champions. En toute logique, il devient alors l'homme de la situation en Espagne, en prenant les commandes de la sélection en 2018. De nature très compétitive, Luis Enrique tente d'influer sa philosophie de jeu à ses joueurs. Il aime porter le jeu de manière offensive et dégage toute son énergie pour guider les siens vers la victoire. Dans ses choix de joueurs, il démontre qu'il a une vraie idée derrière la tête en faisant des choix forts et en laissant certaines stars sur le banc de touche. Il va participer à sa première Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Qui dit sélectionneur à vocation offensive dit alors système de jeu en 4-3-3. Dans la lignée de ce qu'il faisait à Barcelone, il reconduit un système avec une approche offensive verticale et bien entendu de possession. Le jeu est alors plus direct, avec une intention de perforer la défense adverse par des passes ajustées ou bien par la qualité de dribble de ses attaquants. L'ensemble des joueurs sur le terrain sont positionnés plus haut que la moyenne pour constamment mettre la pression sur l'adversaire. Un style de jeu parfaitement bien huilé, avec une circulation de balles fluide et des mouvements à répétition. Vu que les joueurs viennent de City, Liverpool, le Real Madrid ou Barcelone, ils sont tous familiers à la méthode 4-3-3 de Luis Enrique. Dans les cages, celui qui a pris la succession de De Gea est Unai Simon. Le gardien de l'Athletic Bilbao a gardé toute la confiance de son sélectionneur. Il est habile sur sa ligne et rassure dans chacune de ses interventions. Il est aussi doté d'une force mentale qui lui permet de revenir dans le match après une boulette au pied ou une intervention ratée. Il pourrait être suppléé par Robert Sanchez de Brighton. En défense, même si le chantier est réel, Aymeric Laporte, naturalisé espagnol en 2021, reste cet élément indiscutable derrière. Il est toujours vigilant à ce qu'il se passe autour de lui et prend le dessus de la meilleure des manières. Attention quand même à quelques erreurs qu'il peut encore corriger, mais dans l'ensemble, il est irréprochable. À ses côtés, il pourrait avoir Pau Torres,
Eric Garcia ou Iñigo Martínez. En termes de latéraux, on fait du neuf avec des anciens, comme Azpilicueta, Jordi Alba, Marcos Alonso ou Dani Carvajal. Au milieu, toute la qualité et la prestance pour dominer leur adversaire. On retrouve entre autres, en milieu défensif, le capitaine Sergio Busquets. Déjà vainqueur en 2010, il prouve qu'il est indispensable au milieu de terrain. Il garde son état d'esprit pour dominer son jeu et agir comme un chef d'orchestre par sa distribution osée vers l'avant. Même s'il n'a plus le physique d'antan, sa présence sera nécessaire. Il pourra être suppléé par Rodri. Un peu devant, au milieu centre, outre le visionnaire Thiago, le leader Koke ou encore le patron en devenir Gavi, c'est bien Pedri qui, par son jeune âge, devra dynamiter le jeu vers l'avant. Ses prises de balles sont un danger constant et chaque action réalisée est juste. Après un dernier Euro, on a hâte de le voir à l'œuvre en Coupe du Monde. Enfin, devant, Morata, Sarabia, mais aussi Ferran Torres. Même s'il a moins de temps de jeu en club, en sélection, il est le meilleur buteur sous l'ère Luis Enrique. De par ses prises de position, il contribue à créer des espaces pour ses partenaires et peut facilement prendre la profondeur au bon moment. On compte sur lui pour inscrire un nombre de buts important durant le prochain mondial. Si on peut douter des trois éléments offensifs ou de la défense derrière, ce dont on ne peut pas remettre en question de cette sélection sont les éléments du milieu de terrain. Dans ce triangle à 3, la qualité est omniprésente, où chaque joueur est capable de tenir le ballon et de proposer du jeu. Ce trio est sûrement le meilleur d'Europe actuellement. De plus, qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître que l'Espagne dispose de joueurs de talent. Difficile pour Luis Enrique de composer avec le même 11 à chaque match. Il peut alors même faire tourner son équipe et profiter de la profondeur du banc qui peut aider à renverser un match en 90 minutes. Attention quand même parce que derrière c'est très limite. Les derniers matchs n'ont pas vraiment convaincu. Les défenseurs centraux se sont facilement fait aspirer dans leur dos et contre des joueurs rapides ça peut faire très mal. On parle même d'un retour de Sergio Ramos en sélection. Alors info ou intox, l'avenir nous le dira. Il est vrai que le groupe varie entre expérience et jeunes talents. Néanmoins, cette mixité peut donner du positif à ce groupe. Le dynamisme des plus jeunes associé à l'expérience des plus anciens. La dernière fois qu'on a vu une telle mixité d'âge, c'était en 2018 et ça s'était conclu de la meilleure des manières pour l'équipe de France. D'autant qu'avec des bons résultats, aussi bien en Ligue des Nations que lors de l'Euro, ils démontrent qu'ils sont très réguliers en compétition internationale. Il n'est vraiment pas évident de pronostiquer le groupe de la mort. Les surprises peuvent facilement arriver et on n'est pas à l'abri d'une catastrophe sportive. Le Costa Rica avait même déjà déjoué tous les pronostics en 2014. Est-ce qu'ils en seront capables une nouvelle fois? Difficile à dire. Les deux équipes européennes restent quand même nettement au-dessus en termes de jeu et d'intensité proposée. Alors pour le classement, l'Allemagne pourrait être première, devant l'Espagne deuxième, le Japon troisième et le Costa Rica dernier.